La fin d'année approchait. Nous avions souhaité faire un tour en forêt de Fontainebleau. Il faisait gris, pas très froid. Nous partîmes en fin de matinée. Nous avions choisi Barbizon comme point de départ. Corot, Millet, Courbet et bien d'autres peintres nous avaient précédés 200 ans plus tôt. Attirés par cette forêt de Fontainebleau aux portes de Paris, ils y avaient peint une nature encore sauvage. On les avait un peu artificiellement regroupés sous le terme d'école de Barbizon. En réalité, leur style était relativement différent. Ils s'étaient succédé durant une cinquantaine d'années. Peintres à la charnière entre romantisme et impressionnisme, ils avaient marqué l'histoire de la peinture. Il était plaisant de marcher sur leur terre en ce matin de décembre. Nous entrâmes dans la forêt. On n'entendait que le son de nos pas sur les feuilles mortes. Les premières centaines de mètres se faisaient la place sur une route forestière. Nous marchions d'un bon pas comme souvent en début de journée. Le sentier montait ensuite sur les platières d'Apremont. Les premiers blocs de rochers apparaissaient. Au sol, les tons rouges dominaient, aiguilles de pin, fougères fanées, feuilles mortes rousses. Quelques taches vertes ponctuaient ce tapis rouge, petites touffes d'herbe, mousse rase. La canopée, que nous dominions depuis notre promontoire, avait perdu ses feuilles. Elle était couleur bois. Par-ci par-là, le vert des conifères interrompait cette mer brune. Quelques bouleaux poussaient entre les blocs de grès. Leurs troncs blancs brillaient sous le petit soleil hivernal, une ambiance de toundra en Île-de-France. Le rayon de soleil avait timidement rendu vie aux oiseaux. Une citelle torche-peau se fit entendre. Nous la vîmes, affairée sur un tronc, la tête vers le bas comme à son habitude. Deux mésanges charbonnières passaient de branche en branche. On les reconnaissait aisément à leur ventre jaune d'or, à leur cravate noire, à leur tête noire et à leurs joues. Et blanches. Se nourrissant à la belle saison essentiellement de larves d'insectes, elles étaient à la recherche de bailles et de graines en ce mois de décembre. Nous avancions sur le sol sableux parmi les blocs et les troncs. Ce sable et ces blocs de grès étaient apaisants. Il apportait une forme d'éternité dans notre monde instable. Ils étaient là depuis 30 millions d'années, ils seraient encore là lorsque la forêt et ses habitants auraient disparu. L'érosion avait par endroits creusé des vasques dans les rochers. L'une d'entre elles, parfaitement ronde, avait été remplie par les pluies de la nuit dernière. Le ciel s'y reflétait. Bénitier naturel pour les sangliers et les biches qui pourraient s'y recueillir et s'y désaltérer. La forêt abritait tout un monde que nous devinions. Un monde aux abois. Car le monde vivant était sous tension. Les forêts continuaient d'abriter quelques bêtes sauvages que l'homme se plaisait encore à chasser. Étrange époque que ces années-là. Le monde politique votait des lois pour mettre en pause les mesures de protection du climat alors même que les scientifiques annonçaient l'accélération du réchauffement climatique. Les études scientifiques avaient établi qu'il était dorénavant impossible de maintenir l'augmentation de la température sous la barre des 1,5 degrés Celsius. Les politiques, contraints par des comptes publics de plus en plus exsangues, prenaient des décisions favorisant la fuite en avant. Les questions environnementales étaient passées de mode, repoussées à plus tard, au profit de l'urgence économique et à l'effort de guerre, au profit également de politiques populistes sans conscience. Ainsi, en France, les zones à faibles émissions étaient abandonnées. Les ambitions de la réglementation zéro artificialisation nette étaient revues à la baisse. Certains néonicotinoïdes tueurs d'insectes étaient réautorisés pour permettre aux producteurs de betteraves sucrières de résister à la concurrence étrangère. Certains partis politiques dits de gouvernement appelaient à ne plus soutenir les énergies renouvelables en raison de leurs coûts élevés. Les financements pour combattre le réchauffement climatique baissaient, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Les investissements en faveur des énergies fossiles étaient en hausse. Étrange époque qui voyait les règles de limitation des émissions de CO2 assouplies au niveau européen. La simplification s'imposait partout. Une majorité d'eurodéputés manœuvrait pour repousser et affaiblir la loi climat. L'écologie punitive était brandie comme une menace pour les populations défavorisées. Étrange époque durant laquelle le Sénat américain supprimait les crédits d'impôt pour les énergies propres. L'Agence environnementale fédérale, sous la pression de l'administration Trump, falsifiait les résultats scientifiques pour justifier la suppression des réglementations anti-gaz à effet de serre sur les véhicules. La course aux énergies fossiles était relancée. L'OPEP prédisait une hausse de la consommation mondiale de pétrole au moins jusqu'en 2050. Face à un tel retour en arrière et à un tel déni des enjeux environnementaux, marcher en forêt sous un ciel maussade devenait presque un acte militant. Nous avions quitté les platières. Nous progressions à présent dans un paysage plat, le long de pistes forestières bien droites.
La monotonie du paysage était étrange, horizontalité du tapis de fougères cuivrées, verticalité des petits troncs noirs s'élançant vers le ciel gris. L'école de Barbizon avait laissé la place au Nabi. Nous avions démarré notre promenade avec Corot, nous étions à présent avec Sérusier et son bois sacré, ou avec Maurice Denis et sa légende de Saint-Hubert. Les tourments du romantisme avaient laissé la place au dépouillement onirique de l'école de Pont-Avet. Le cri étrange et lointain d'un pic noir retentit, telle une vibration de la forêt. L'oiseau ne se montra pas. Dommage. Il resta caché au fond des bois, dans son habit noir couronné de rouge. La forêt semblait anesthésiée par l'hiver. Mais elle se dévoilait à qui lui portait attention. Un lierre grimpait sur un tronc d'arbre. Rampant sur le sol à la recherche de lumière, le lierre s'élevait vers le ciel lorsqu'il trouvait un support. Les arbres étaient une aubaine dont le lierre se saisissait. En prenant de la hauteur, le lierre se métamorphosait. Sa feuille, ronde tant qu'il rampait, s'ornait de doigts. Des baies noires surgissaient en hauteur. Elle faisait le régal des oiseaux en hiver. Il y avait quelque chose d'animal dans cette liane velue grimpant sur le tronc. Le tronc, bienveillant, accueillait aussi de la mousse. Des insectes viendraient peupler cette mini-forêt moussue au printemps. Un grimpero se montra furtivement sur un autre tronc puis s'envola. Après 1 heure de marche, nous tombâmes sur un panneau indiquant une réserve biologique intégrale. Ce genre d'initiative avait été imaginé pour laisser la forêt évoluer le plus naturellement possible. L'accès en était interdit. La sanctuarisation de certaines zones constituait le rempart ultime contre la pression anthropique. Un pis-aller. Non entretenu, la forêt se faisait touffue et peu pénétrable. Quelques centaines de mètres plus loin, nous arrivâmes au prieuré de Franchard. Il n'en restait plus qu'un gros mur armé de contreforts. Le reste avait disparu et avait été remplacé par une maison forestière plus récente. Des drames s'étaient déroulés ici au Moyen Âge et au-delà. Le premier ermite qui avait occupé ces lieux avait été assassiné vers 1180. Un second ermite avait subi le même sort quelques années plus tard. L'ermitage était ensuite devenu un monastère, qui fut détruit pendant la guerre de 100 ans, puis reconstruit. On disait que les moines avaient caché des trésors dans la forêt. Nouvel assassinat de 3 personnes en 1626 dans ce lieu maudit. En 1642, l'endroit avait été décrit comme « lieu d'horreur, fort désert et affreux ». Les assassinats se poursuivirent jusqu'au XVIIe siècle. Les moines finirent par quitter les lieux. Le prieuré tomba en ruine et devint un repère de brigands. Nous marchions. Une petite brise se leva. Un pinson s'envola d'une branche pour aller un peu plus loin. Les arbres murmuraient dans le vent. Jean Giono avait bien décrit le rôle des arbres pour révéler le vent dans « Au pays des coupeurs d'arbres ». Pour remplacer la fontaine, on plantait un cyprès au bord de la ferme, et comme ça, à la place de la fontaine de l'eau, on avait la fontaine de l'air avec autant de compagnie, autant de plaisir. On enfonçait le cyprès dans l'air et on avait un fil d'air. L'itinéraire accédait ensuite en haut des gorges de Franchard. De nouveau, les blocs aux formes étranges envahirent le paysage. Les oiseaux restaient discrets en ce début d'hiver. De temps à autre passait un groupe de mésanges bleus, voletant de branche en branche. Leurs petits cris égaillaient momentanément la forêt. Puis passait dans le ciel un pigeon ramier ou une corneille noire, sans bruit. Des blocs de grès prenaient d'étranges formes. Une tortue munie d'écailles dressait la tête vers le haut. Le soleil fit une nouvelle percée haut. Moment où nous parvenions à un beau point de vue vers le sud. Un rouge-gorge se mit à chanter en contrebas. Sa petite voix aiguë était mélancolique. Le rouge-gorge laissait en suspens les fins de phrases de son chant hivernal. Nous étions à l'affût de la vie. Elle nous atteignait par tous nos sens. L'humus de la forêt, grouillant de micro-organismes, se révélait à nos narines. La variété des plantes nous sautait aux yeux sous le timide rayon de soleil. Le chant du rouge-gorge parvenait à nos oreilles. C'était un émerveillement. Tout était là. Il suffisait d'y être sensible. Comme ce personnage de Jean Giono dans « Les grands chemins », nous étions en mesure d'apprécier les petites choses. C'est un corps de bâtiment trapu et montagnard dans un petit bosquet de châtaigniers. Je m'avance. La porte de l'étable est ouverte. Je remarque 2 ou 3 petites choses à quoi je suis très sensible, notamment un banc posé en belle place à un endroit où il y a de la vue. Les petites choses comme ces oiseaux, ces rochers, les ruines du prieuré pleines de mystères. Et la vue. En somme, nous vivions une expérience de sensibilité. C'était bien et c'était nécessaire.
Baptiste Morisot l'avait écrit en 2020, notre civilisation vivait une crise de la sensibilité. Il s'agissait de réapprendre à voir le vivant autour de nous pour lui faire une place. Notre civilisation avait commencé par voir le vivant comme un décor, puis avait fini par ne plus le voir du tout. Il s'agissait de rétablir une relation avec le non-humain, de faire en sorte que les relations sociopolitiques ne se limitent pas aux relations interhumaines, qu'elles englobent nos partenaires sur cette terre. Une trentaine de minutes plus tard, l'itinéraire descendait vers l'ouest et atteignait bientôt la plaine du Cul-de-Chaudron. Une parcelle avait été déboisée. Un panneau indiquait que les arbres avaient souffert de la chaleur et de la sécheresse. Ils avaient été abattus. Il fallait que la sensibilité aux petites choses de ce monde devienne naturelle, qu'elle devienne une évidence. Il fallait que cette sensibilité soit animée par la curiosité, par l'attrait pour l'altérité. Nul besoin de tout connaître, de tout comprendre, de tout mémoriser. Juste une ouverture d'esprit pour que les autres formes de vie existent vraiment aux yeux de tous. Une ouverture d'esprit pour qu'on ne dise plus qu'il n'y avait rien à faire ou rien à voir lorsqu'on évoquait la campagne profonde. Nous nous mettions à rêver d'un monde où distinguer une mésange bleue d'une mésange charbonnière devienne aussi naturel que de faire la différence entre le logo de Coca-Cola et celui de Pepsi-Cola. La randonnée touchait à sa fin. Il s'agissait de remonter vers le nord pour fermer la boucle. Il devait rester environ 1 heure de marche. Le feu d'artifice de la vie continuait, le rouge carmin du hou, les tons orange vifs d'un champignon sur du bois mort. Le vent était tombé, nous n'entendions plus son souffle dans les branches. Le ciel s'était refermé, cachant le soleil bas de décembre. La forêt, quelques instants NTS joyeuse, redevenait mystérieuse. Le froid montait doucement, annonçant la nuit qui viendrait bientôt. Une civilisation sensible aux autres formes de vie nous semblait la seule issue pour sortir de la crise écologique. Comment pouvait-on espérer sauver ce qui pouvait encore l'être sans faire communauté avec ce qu'on appelait nature? Comment faire adopter des règles à des gens non convaincus? Tant que ces règles n'étaient perçues que comme des solutions techniques pour préserver l'homme, elles resteraient contestées. Les uns y trouveraient à redire pour des raisons d'efficacité, préférant compter sur la technologie ou sur l'économie pour nous sortir d'affaires. Les autres contesteraient même l'utilité de ces règles punitives. L'adhésion ne viendrait que par évidence morale sinon sentimentale. Il fallait parvenir à une évidence aussi forte que celle qui avait fini par prévaloir dans d'autres domaines. Le sentier gravissait encore quelques buttes pour offrir de beaux panoramas. Nous marquions parfois un arrêt juste pour contempler. De la contemplation du reste du monde naissait la sensation d'être au monde. Nous parvînmes à notre point de départ. Nous avions marché 3 ou 4 heures. Nous avions la vague impression d'avoir marché dans le temps, voire dans l'éternel. Nous nous apprêtions à retourner à la ville, que nous aimions aussi. Giono, pour finir, nous disait: se mettre là en face du soleil. Là, le soir quand il n'est plus trop chaud. Et puis en manger, tant qu'on peut, vite, bien se remplir de soleil. Alors, la force, on ne l'a pas dans les bras. On l'a dans la tête et on sait comment se fait la vie. Les 2 cartes ci-dessous présentent l'itinéraire en turquoise sur fond topographique et sur fond géologique, à la même échelle. Le point de départ est la borne orange. Les 2 cartes qui suivent donnent le détail du tracé de la randonnée, d'abord dans sa partie nord, puis dans sa partie sud. Le point de départ est la borne orange. La forêt de Fontainebleau est l'une des grandes zones naturelles en Île-de-France. On y compte près de 6000 espèces végétales, 200 espèces d'oiseaux, 57 espèces de mammifères, des milliers d'espèces d'insectes. Une chance si près de Paris. La forêt de Fontainebleau est située presque au centre de l'unité géologique du bassin parisien. Les terrains sont représentés en jaune sur la carte géologique ci-dessous. Ils sont datés de l'ère tertiaire ou cénozoïque. Pour être plus précis, ces roches sont de l'Oligocène. Zoomons encore davantage sur l'échelle des temps géologiques, les grès bien visibles pendant la promenade appartiennent au Stampien, un étage de l'Oligocène. Il s'agit de roches sédimentaires relativement récentes, environ 30 millions d'années. La coupe géologique représente de manière simplifiée le bassin parisien de la Normandie à l'ouest jusqu'aux Vosges à l'est. On y voit les couches géologiques empilées en piles d'assiettes, les plus récentes étant les petites assiettes au centre du bassin. Barbizon est en position relativement centrale, sur la couche d'âge oligocène. Le Stampien, non distingué sur cette coupe simplifiée, fait partie de l'Oligocène. Les grès et les sables du Stampien, indice G2AB sur la carte géologique,
que l'on trouve un peu partout en forêt de Fontainebleau sont majoritairement composés de grains de quartz. Ils témoignent de la présence d'une mer dite mer stampienne. Cette mer s'est retirée il y a 27 millions d'années. Jamais la mer n'est revenue dans le bassin parisien depuis. Les grès sont résistants et forment des petits reliefs, constituant des bandes séparées les unes des autres par environ 1 km. Nous avons arpenté 2 de ces bandes lors de la randonnée, les platières d'Apremont puis le relief au-dessus des gorges de Franchart. Au sable et au grès du Stampien ont succédé les calcaires du Gâtinais, indice G2C sur la carte géologique. Ces calcaires sont interprétés comme étant d'origine lacustre. Nous avons marché sur ces calcaires entre les platières d'Apremont et les gorges de Franchart. L'altération des blocs de grès. Les figures d'altération des blocs de grès ont longtemps posé question aux géologues. L'explication privilégiée est celle de fissures d'origine thermique, la surface du bloc, sous l'effet d'une baisse de température, tend à se contracter, mais elle est contrainte par la roche sous-jacente qui ne se contracte pas car elle n'est pas soumise au même stress thermique. Il s'ensuit une fissuration polygonale, généralement à 5 ou 6 faces. L'érosion vient ensuite arrondir le polygone.